You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Weg dir mach ich Tage nimmer zu, bin gerissen. Charlatan, voilà, pousse meine Fantasie. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 5e épisode finlandais depuis Helsinki. Le sommaire est assez simple, on va revenir très rapidement sur le 7e match et la 7e victoire contre l'Allemagne, mais évidemment on va se projeter sur le quart de finale que la Suisse va disputer jeudi soir, 19h20 en Suisse, face aux États-Unis. On passe en revue l'attaque, la défense et bien entendu quel gardien on a envie de voir devant le filet jeudi soir. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va bien, on sait qu'on va au moins avoir droit à un quart de finale, on n'a pas besoin de déménager toutes nos affaires tout de suite, on espère pouvoir les déménager quand même un petit peu plus tard, parce que ça voudra dire que la Suisse a passé ce quart de finale et qu'on pourra la tempérer pour le dernier carré. Exactement. Et on va d'abord revenir sur quelques points de règlement. C'est pas inutile. Avant les quarts de finale, je pense que c'est pas inutile. Ouais. Parce qu'on sait des fois jamais trop comment ça se passe en cas de victoire, en cas de défaite. Alors forcément, on est obligé un peu de se projeter. Et c'est en cas de victoire de la Suisse face aux États-Unis, donc jeudi soir à 20h20, la Suisse serait dans une position assez intéressante parce qu'elle jouerait contre le moins bon des demi-finalistes restants. Exactement. Parce qu'elle a fini première de son groupe et si on prend l'ensemble des deux groupes, elle finit avec le plus de points. Exact. Ce qui finalement se fait dire que oui, elle s'était qualifiée en faisant déjà un point contre l'Allemagne, mais ce deuxième point qu'elle est allée chercher au tir au but finalement pourrait peut-être valoir un adversaire un peu moins prestigieux, c'est compliqué à dire, mais en gros, on est à se dire, si possible, d'éviter la Finlande et la Suède, qui nous semblent être deux nations vraiment fortes en ce moment. Ce qui est acquis, du coup. Alors, on est vraiment, c'est de la fiction. On n'est pas en train de dire que la Suisse, on va parler du quart de finale, bien sûr. C'est de la fiction. Mais ça peut être ni la Finlande ni la Suède en demi-finale. Parce qu'aucune des deux ne sera la quatrième nation la moins bien classée de ces après les quarts de finale. Donc c'est une évidence que si la Suisse passe, ce sera le Canada parce qu'ils ont éliminé la Suède, ce sera les Slovaques parce qu'ils ont battu les Finlandais, mais ça ne pourra pas être Finlande ou Suède, ce qui est une assez bonne nouvelle quand même. Mais alors ça, comme tu disais, fiction, c'est bien joli de vouloir déjà se projeter. Alors on est obligé parce qu'on nous a aussi posé la question. C'est un point de règlement, c'est juste ça. Exactement. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'il faut passer ce quart de finale. Pour passer ce quart de finale, comment la Suisse s'est rendue déjà là, le dernier épisode, on avait parlé lundi des doubles matchs du week-end. Là, il y a eu ce match contre l'Allemagne. Si on revient sur ce match, je ne l'ai pas trouvé extrêmement passionnant. J'avais l'impression du remplissage, c'est beaucoup dire, mais c'était pas très enthousiasmant. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, je peux être d'accord avec toi, oui, sur le fond, mais ça reste une victoire d'une équipe suisse qui a été un petit peu malmenée par l'Allemagne, mais qui a su réagir de nouveau, qui a fait preuve d'assez de maturité, j'ai l'impression. L'Allemagne, ils n'étaient pas là pour rigoler, parce qu'eux, ils avaient, contrairement à la Suisse, peut-être un peu plus d'enjeux. Ils avaient un peu plus de besoin de points, disons que... Parce qu'ils avaient un vrai risque d'être troisième, contrairement à la Suisse, donc ils ne venaient pas pour déconner. Et la Suisse a bien joué, j'ai trouvé. Alors oui, c'est ce que c'était flamboyant, j'en sais rien. C'est le 7e match en une dizaine de jours aussi, il ne faut pas négliger ça. Au bout d'un moment, ils ont eu off la veille, il n'y a eu pas d'entraînement, il n'y a pas eu d'entraînement la veille. Là, il y a un match qui tombe en plus à une heure qui est difficile, le match de midi 20, on sait qu'il est 11h20 en Suisse. On sait que c'est toujours le match qui est compliqué. C'est une routine différente, il y a tout qui est différent. Donc moi ce match-là, je l'aime pas. D'un point de vue technique, en général, j'ai pas l'impression qu'on vit des grands matchs à midi 20. Donc moi je trouve qu'elle s'est quand même bien sortie de cette histoire. Et finalement, première du groupe, meilleure équipe du tour préliminaire. Franchement, il n'y a rien à dire pour l'instant. Alors, dans les bons points, au-delà des 2 points gagnés, il y a ce deuxième tiers qui est
presque la marque de fabrique. J'ai bien aimé quand j'ai posé la question à Patrick Fischer, qui dit c'est un peu notre petit secret, qui dit que lui, il l'appelle la période momentum, là où en général, on ne sait pas trop. On avait l'impression qu'il disait, ouais, la deuxième période, c'est celle où on joue. La première, forcément qu'on est dedans, parce que on dit aux gars, faites attention, puis il faut entrer dans le match. Puis la dernière, vu qu'il faut souvent aller chercher quelque chose, soit remonter, soit défendre un score, les gars, on n'a pas besoin de les motiver ou d'aller les chercher. Mais que dans le deuxième tiers, c'est un peu le moment où on pourrait peut-être trouver quelque chose, un levier à actionner. Et cette équipe de Suisse, 7 matchs, c'est 7 tiers médians remportés. C'est assez amusant. Il n'y a pas des immenses choses à en tirer, mais ça prouve aussi que quand elle est menée, là, elle était menée 2-1 après un premier tiers qui était pas terrible. Je trouvais qu'ils étaient brassés un peu physiquement. Devant Reto Berra, qui était pas trop mauvais, il y avait beaucoup de trafic. Et puis, on sait que n'importe quel gardien, que ce soit Berra ou Giannoni, de toute façon, ils aiment pas tellement ça. Et au deuxième tiers... Ne pas voir le départ des pucks, en général, les gardiens, ils n'aiment pas. Ouais, exactement. Et le 1-1, c'était flagrant. Le défenseur, il a pu avancer. Il y a Ischier qui s'occupe de son attaquant et qui laisse du coup un boulevard devant l'attaquant, le défenseur qui a pu monter. Et puis, il est seul à 6 mètres. Il y a quelqu'un qui masque Berra. Tu peux te brosser pour l'arrêter, celui-là. Puis, ouais. C'était assez pénible ce moment-là, effectivement. Ouais, on va dire tactiquement, parce que normalement, le box-play suisse est un des meilleurs. Hein. Alors, il y a la Finlande, eux, ils touchent les étoiles. C'est 100% de box-play. Ils n'ont pas encaissé de goal. La Suisse en a, je crois, encaissé 2. Ça aurait pu être peut-être 1. Si ce moment-là, parce que vraiment, il y avait un aspect... c'était un peu Moïse qui ouvre la mer. Ça s'est tellement dégagé devant Wiesmann qu'il a pu approcher. Il a dû se dire... Ok, je fais 2 pas, j'avance, puis boum. Et ça a corrigé clairement, évidemment, parce que contre les États-Unis, même si les États-Unis ne sont pas exceptionnels en ce moment dans les situations spéciales, il faudra quand même faire gaffe, quoi. Voilà, on va passer au futur plutôt qu'au passé, surtout que ce match contre l'Allemagne... voilà, comme on disait, il n'y a pas grand-chose à en retirer, je trouve, si ce n'est la victoire. Les 2 points, j'allais dire les 3, non, les 2 points. L'équipe de Suisse qui aurait pu réaliser son premier parcours parfait, donc 7 matchs, 21 points en phase de poule. Elle a fait comme en 2013 à Stockholm, à savoir 7 matchs, 20 points, avec une seule prolongation et une victoire après le temps réglementaire, avec un goal average de plus 19. C'est quand même vachement bien. Et voilà, meilleure attaque. Meilleure attaque du tournoi, effectivement, pour l'instant. Clairement pas meilleure défense, parce que je mentionnais juste la Finlande. Pour se donner une idée, hein, c'est 5 goals encaissés en 7 matchs. C'est quand même vachement impressionnant. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont mis en avant le fait que le gardien finlandais, qui sera le gardien de Bienne la saison prochaine, est une super pioche, en l'occurrence. Pas étonné et pas étonnant que Martin Steinegger ait fait un bon scouting. Ça risque d'être vraiment intéressant, parce qu'on a vu en finale des playoffs que le Kovacs et Giannoni étaient vraiment très très bons, et que du coup, si on a encore un gardien à ce niveau-là, peut-être que Bienne, qui sait. On dit Kovacs maintenant. On y est. On commence. C'est parti. Alors moi, je te veux sur tous les noms avec la prononciation dans le pays. Alors, Kovar, plutôt, excuse-moi, voilà. Je me suis trompé. Juste pour revenir sur la défense finlandaise, certes, incroyable, je suis d'accord, seulement 5 buts, mais dans l'autre groupe, il y a beaucoup moins de buts marqués aussi. La Suisse a 15 buts encaissés, est la meilleure défense de son groupe. Dans l'autre, elle serait 5e. Ouais. Meilleure défense. Finlande 5 buts, Suède 10, Tchéquie, États-Unis 12 et Tchéquie 13. Les États-Unis, ils ont 7 matchs, 18 buts marqués. Les Tchèques, ils ont 7 matchs, 19 buts marqués. Dans notre groupe, il y a 34 pour la Suisse et le Canada, 26 pour l'Allemagne, 23 pour la Slovaquie, 19 pour le Kazakhstan quand même. Donc, et il y avait quand même la Grande-Bretagne qui était dans le groupe. Il y avait l'Autriche. Il y avait quand même moyen de faire des scores un peu plus
important. Exactement. Donc oui, c'est impressionnant quand même la Finlande, mais il fallait quand même juste préciser ça. Et du coup, ça nous permet de parler des États-Unis. 18 buts marqués, 12 encaissés. Les États-Unis, ils ont eu un début de tournoi pas simple, on va dire. Alors, ils ont une victoire contre les Lettons. Après, ils gagnent contre l'Autriche seulement après prolongation. Perdre contre la Finlande, ça, c'était un passage obligé pour à peu près tout le monde. Mais ils sont quand même un peu montés en puissance sur la fin du tour préliminaire. Il y a une victoire après prolongation contre la Suède. Contre la Tchéquie, ils font jeu égal pendant 60 minutes. Ils perdent que 1-0. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de cette équipe américaine ? C'est une équipe jeune, mais c'est typiquement le genre d'équipe qui peut, comme le Canada, sans doute moins fort, on va dire, individuellement, mais on se méfie tellement tout le temps de ces équipes nord-américaines qui arrivent en fait sans préparation, parce que c'est la base, et qui, en gros, est en train de se préparer pendant le tour préliminaire. Donc, il suffit que leur power play clique, que le box play soit bon. Lors de ce match de quart de finale, on le sait, ces matchs à élimination directe, c'est bien pour ça que c'est difficile. C'est parce que tu peux faire table rase du passé. Et que du coup, c'est comme un nouveau championnat qui recommence. C'est finalement de la même manière qu'une saison régulière et des playoffs. Et que on oubliera vite que tu as fait premier de la saison régulière puis que tu as dominé ton sujet si tu te fais sortir au premier tour. J'espère que la Suisse, qui a les clés, est-ce qu'elle est favorite ? Je pense quand même que oui, et qu'elle a mérité cette position de favorite de ce match. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est favorite, qu'elle va impérativement écraser son adversaire, clairement pas. Si on donnait un pourcentage, moi je trouve qu'on est un peu dans du 55-45, quelque chose comme ça. Parce que ça reste des équipes de l'autre côté, notamment, et même on l'a vu contre l'Allemagne, ça se joue à pas grand-chose finalement. Dans l'équipe américaine, il y a deux choses que j'aimerais mettre en avant, ou deux joueurs qui me semblent intéressants à mettre en avant. Un des deux, c'est Thomas Bordeleau, qui est un nom qui sonne tout sauf américain, tu me diras, mais il joue pour l'équipe des États-Unis, alors qu'il est binational américain et canadien. C'est le fils de Sébastien Bordeleau. Les plus jeunes, non mais les plus jeunes s'en souviennent aussi, tout le monde s'en souvient, qui est passé par Berne, qui est un très beau joueur d'ailleurs du côté de Berne, je l'aimais bien. Et il est passé à Bienne après aussi, où il termine sa carrière. Et donc son fils est un ancien junior du CP Berne qui pourrait un jour revenir comme joueur à licence suisse ou pas, parce qu'il est quand même parti sur de bases assez intéressantes. Il a seulement 20 ans. Cette saison, il commence la saison à l'University of Michigan en NCAA. Il enchaîne par un petit passage dans les Barracudas de San José, donc en AHL, le club ferme des Sharks de San José qui a drafté Bordeleau la saison passée, en 2020, pardon. Et il termine la saison en NHL avec 8 matchs, 5 passes décisives. Il y a même eu un penalty qui donne la victoire à San José sur un match en toute fin de saison. Et dans la foulée, il se retrouve au championnat du monde. C'est quand même pas mal comme saison pour lui. Absolument. C'est vraiment... mais c'est aussi ça que les Américains mettent en avant. Et bien sûr qu'ils auraient pu prendre une kyrielle de joueurs éliminés des playoffs de la même manière que ce qu'a fait la Suisse finalement. Et ils auraient une équipe très 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 solide. On peut même imaginer qu'Auston Matthews, qui se fait sortir au premier tour, aurait pu rejoindre, mais ça n'a jamais été une discussion. Eux, c'est les Jeux Olympiques. Puis normalement, c'est à peu près tout. Peut-être une fois un championnat du monde si tu peux aller gagner le Triple Gold Club, mais sinon, non, c'est pas intéressant pour eux. Et puis le deuxième joueur que tu voudrais mettre en avant ? Le gardien, parce que durant tout le tour préliminaire, ils ont alterné entre Mann de San José, enfin dans l'organisation de San José, et Swayman de l'organisation de Boston. Ce sera Swayman devant le but. On est pas certain, mais pour moi, il n'y a aucune raison que tu mettes le moins bon des deux d'un point de vue statistique. Statistiquement, il y en a un qui a 88% d'arrêt, l'autre a 95% d'arrêt. Swayman, il a 0,89 buts encaissés par match. Donc, en gros, il a fait un très, très bon tournoi. C'est un jeune joueur aussi, il n'a que 23 ans. Et cette saison, il a joué une quarantaine de matchs en NHL. Donc, ça peut être aussi un facteur dans ce match-là, parce que c'est un gardien de NHL qui sera là. Et on sait, sur un match, il peut te pourrir la vie. Et puis,
puis sortir une équipe, pas quasi tout seul, mais pas loin. Ouais, on a vu les gardiens de NHL, il y a Grubauer de Seattle Il a bien avec embêté l'Allemagne. lui aussi. Hein. Pardon? Il a bien embêté lui Ouais. aussi. Et puis Logan Thompson, le gardien canadien, qui était là pour le coup des fois un peu moins impressionnant, mais match de poule, les Canadiens, enfin on sait tellement qu'il faudra se méfier lors des matchs à élimination directe justement. Et la Suède, je pense que même si on les désigne favoris de ce match, ils sont pas tranquilles, clairement, malgré l'apport de William Nylander. Moi, t'as mis en avant ces deux personnes. Je voudrais juste rappeler aussi, pour ma part, qu'il y a 2 joueurs qui sont arrivés de Minnesota. C'est 2 coéquipiers de Kevin Fiala, c'est Boldy et puis Ryan Hartman. Et Hartman, c'est 65 points en saison, plus de 30 buts. Donc, c'est pas comme si tout d'un coup ça changeait absolument la face de l'équipe, mais commence à avoir des fois, tu dis des vrais joueurs de hockey sans être dépréciatifs par rapport aux autres, bien évidemment. Mais on commence à avoir des joueurs qui se rapprochent de Timo Meier, de Nico Hischier, au niveau des points, en tout cas. Et quand on voit ce que ces joueurs-là apportent à l'équipe de Suisse, on se dit que ces joueurs-là, et Boldy, c'est quasiment, je crois que c'est compagnon de ligne de Kevin Fiala, et c'est une super fin de saison NHL aussi. Donc, il faudra quand même vraiment se méfier et pas arriver en se disant que... Mais j'ai l'impression que de toute façon, ils vont pas arriver la bouche en cœur. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Non, effectivement, je vois pas trop ça arriver non plus, je dois dire. Mais bon, on dit que la Suisse a les clés en main dans ce quart de finale. Elle doit jouer avec un rôle de... si ce n'est de favorite, en tout cas à armes égales avec une grande nation, donc les États-Unis. Cette équipe de Suisse, toi, tu la sens mûre pour justement, est-ce que j'allais dire pour un exploit, mais c'est aussi dans le vocabulaire qu'on choisit que l'équipe de Suisse doit franchir un palier. Et est-ce que ce serait un exploit de battre les États-Unis ? Non. Ce serait une belle performance, ça je pense que oui. Ouais, en fait, peu importe, on va dire, c'est de se qualifier pour une demi-finale de championnat du monde, c'est de toute façon une belle performance. Après, on peut se dire, suivant l'adversaire, est-ce que c'est un exploit ou pas ? Mais effectivement, une belle performance. Là, on attend, en fait, on l'a dit aussi plusieurs fois à ce micro pendant ce tournoi, c'est maintenant qu'on aimerait voir Hischier, qu'on aimerait voir Meier, qu'on aimerait voir Suter, Malgin. On les a déjà vus. Malgin est le meilleur compteur du tournoi. Mais c'est bien de marquer 2 points de plus contre l'Allemagne en tour préliminaire. Mais si tu marques le but décisif lors de ce quart de finale, on va mieux s'en souvenir. Et c'est là qu'on aimerait que ces joueurs-là soient aussi bons que ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, ce que j'aimerais surtout, parce qu'eux, j'ai l'impression qu'ils ont été... Comment dire ? Ils ont été stables sur tout le tour préliminaire. Ils étaient globalement toujours assez bons. Moi, il y a un Timo Meier dont j'attends plus durant ce quart de finale. Pas au niveau du jeu, parce que je pense qu'il se crée pas mal d'occasions. Il a les positions de shoot. Contre l'Allemagne, de nouveau, il est très remuant. 2 poteaux. Il n'est pas en réussite. Et c'est le deuxième joueur de l'équipe de Suisse avec le plus de expected goals for. À 5 contre 5, ouais. Derrière Nico Hischier. Donc ça veut quand même dire que ces 2 joueurs créent du jeu. Ils ont 8,65 et 8,29 quand ils sont sur la glace, les deux. Donc c'est vraiment beaucoup. À titre de comparaison, Malgin est à 7,42, puis Suter est à 6,78. Donc mais c'est les 4, c'est drôle aussi de voir. Mais donc dans le jeu, ils sont là. Il y a Damien Ria qui a été mis à côté d'eux pour les derniers matchs de la phase de poule. Ça se passe de manière tout à fait convaincante. On disait au dernier podcast qu'il fallait revoir un match de plus. Moi, j'ai trouvé contre l'Allemagne, il n'a pas l'air hors de position, ou il n'a pas l'air d'être perdu sur la glace avec ces 2 joueurs-là. C'est quand même quelqu'un qui a du talent. Et on a toujours dit qu'un Damien Ria doit jouer sur une des 2 premières lignes pour être efficace. Et quand il avait été sélectionné, on avait dit justement c'est pour un poste comme ça qu'il doit avoir été sélectionné. Donc ça me semble bien comme alignement. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de changer ça pour jeudi. Surtout que l'entraînement de ce jour, on enregistre ça avant l'entraînement, est optionnel. Donc c'est pas là que tu vas pouvoir commencer à changer des choses, j'imagine. Après, on peut se laisser surprendre parce qu'ils jouent tous un peu le même système. Donc finalement, ça peut être interchangeable, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Et moi, j'aimerais
mettre en avant la prestation de la ligne de Malguin, Souter et Simeone. On l'oublie un petit peu, mais il est aussi tout le temps là sur tout le tour préliminaire. Ouais. C'est les 3 meilleurs joueurs du tournoi à 5 contre 5. En corps fort, donc le nombre de tirs que tu global Génère. quand ils sont sur la glace, c'est 68%, à peu près les 3 de tirs sur la cage adverse. Quand Malguin est sur la glace à 5 contre 5, 28 chances de but pour contre 6 contre. Souter, il a que 5 chances de but contre lui et 26 pour. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment dominants et c'est ça qui est vraiment bien d'avoir une première ligne très forte et dont les autres équipes vont avoir peur. Avec Ishier, avec Timo Meyer, ça va être le focus de la défense adverse où quand tu vas vouloir matcher les lignes, tu vas vraiment, vraiment mettre ta première paire défensive là-dessus. Par contre, en deuxième rideau, tu as Souter et Malguin qui sont à très très haut niveau et qui jouent peut-être contre une défense, ou je dis une paire défensive, mais une ligne défensive avec une première ligne, avec 5 joueurs que tu mets contre Meyer et Ishier, là, peut-être qu'ils ont des joueurs un tout petit peu moins bons contre qui peuvent faire la différence, puis jusqu'à présent, ils ont fait la différence. Et Simeone, j'ai l'impression que alors c'est peut-être un peu salaud de dire ça, mais qui récupère il a des bons chiffres, des bonnes statistiques, des bonnes analytics, parce qu'il est avec les deux qui tournent bien. Je dis pas qu'il a un peu, c'est un peu la remorque que tu tractes, mais j'attends un peu plus. Surtout, je me disais tellement, certains doutaient un peu, hein, et de sa présence en disant Simeone, vous êtes vraiment sûrs, les gars. Puis j'essaie de défendre en disant mais c'est en tout cas 6 goals sur les 4 derniers matchs de la finale, il est vraiment hyper dominant. Alors il n'a pas Kovar avec lui, mais tu lui donnes Malguin. Ça va, hein. On rappelle que les deux on disait que Malguin était le meilleur compteur du tournoi jusqu'à présent. Le deuxième, c'est Tchervenka. Je me disais, ça va, le championnat de Suisse est quand même bien représenté et on a du très solide. Je trouve que j'aimerais bien qu'il en claque un ou deux, puis, mais ne serait-ce qu'un à un moment important. Et que ce soit pas tout le temps Souter et Malguin qui sont en lumière, et que je pense c'est pas un boulet, on est bien d'accord, il doit sûrement amener plein de choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il amène un peu de présence physique, est-ce qu'il passe devant le goal, etc. Mais s'il pouvait de temps en temps juste avoir son nom marqué sur un truc, ce serait assez bien. Ouais, mais il a 7 matchs, 4 points, un but, 3 passes décisives. Mais comme tu dis, je pense assez justement, si les deux sont aussi bons, Souter et Malguin, c'est aussi parce qu'il y a un troisième larron sur la ligne qui joue juste. Et c'est quand même 2 joueurs, Souter et Malguin, qui aiment avoir le puck sur la palette, qui se connaissent très bien. Ils ont joué ensemble depuis quasi toujours. Ils étaient en mini, comme on disait dans un épisode au début du tournoi. Ils étaient en mini-top ensemble dans une équipe. Ils se connaissent par cœur. Donc forcément, ils vont jouer entre eux. Et Denis Malguin est dominant. Il aime avoir le puck, il aime tourner en zone offensive, il aime chercher la passe létale, on va dire en guillemets, ouais, qui va faire la différence. Et des fois, ça lui fait avoir beaucoup de puck possession en zone offensive. Et pour un joueur comme Simeone, c'est peut-être un peu difficile justement de toujours un peu travailler dans l'ombre, mais cette ligne fonctionne si bien, c'est aussi parce qu'il est là. Donc moi, je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'efficacité, mais au bout du compte, pour moi, là, il n'y a pas de problème à aller chercher, en tout cas. La question aussi que je me pose, c'est, tu dis très justement, on a la focale va être mise sur Ishier, Meyer, forcément de la part des Américains. Peut-être qu'il y aura aussi une attention particulière sur Malguin et Souter et sur la deuxième ligne. Est-ce que finalement, comment dire, pas le sauvetage, mais est-ce que ça ne doit pas venir la lumière de la troisième ligne finalement, avec Herzog, Corvi et Ambul, qui peut de temps en temps avoir 2-3 flashs. On a vu que, mine de rien, Corvi, je crois qu'il a encore une passe, donc il doit être à 7 matchs, 7 assists. Absolument. Il est totalement j'allais dire, il n'est pas en contradiction justement avec ce qu'il fait. C'est comme ça en championnat de Suisse, c'est plutôt un passeur, un créateur. Et j'aimerais bien voir peut-être cette ligne, tout d'un coup, si les deux autres sont bien matchés, arriver à peut-être faire la différence, ou peut-être la quatrième. Tu parles de la lumière, puis tu as directement dit Fabrice Herzog. Ça m'a fait sourire, c'est bête, hein, c'est puéril, mais ça m'a juste fait sourire.
Oui, mais cette ligne-là, elle est utile, hein, à part quand Herzog va punaiser des Allemands dans la bande et puis qu'il a franchement risqué de se prendre une pénalité de match. Apparemment, il n'y a pas eu d'enquête ouverte. Je sais pas trop honnêtement comment ça fonctionne le système, le juge unique du championnat du monde. On n'en entend pas trop parler. Après, c'est un Suisse allemand, donc logiquement, il devrait. Ah non, ça marche pas ici. Ça marche qu'en Suisse. Mais pas de pénalité. Il s'en est bien sorti. Malguin aussi d'ailleurs. Malguin aussi aurait peut-être clairement pu risquer quelque chose. Mais ben voilà, Ambul a 3 buts. Corvi, comme tu dis, il a 7 passes décisives. Elle marche bien, cette troisième ligne. Et là aussi, Herzog amène un peu d'intensité physique, des fois trop, mais sur ce championnat du monde, justement, pas trop. À part sur ce check contre l'Allemand, moi, il n'y avait pas grand-chose à dire. Hein. Je le trouve vraiment en contrôle. Et il est plaisant à voir jouer quand il est comme ça. Complètement. Et le problème, c'est que est-ce que plus les émotions montent, plus il y a un risque que tu le perdes, j'en sais rien. J'ai pas cette impression que c'est une question d'émotion, à mon avis. Mais il a joué une finale de championnat de Suisse où il s'est rien passé autour de lui. Moi, je pense qu'il est totalement capable de jouer un quart de finale en étant complètement en contrôle. Et on est obligé de refaire une ode à Ambul, quoi, qui est de nouveau buteur contre l'Allemagne. Mm-hmm. Et l'association Ambul-Corvi, on en parlait dans un dernier épisode. Pour moi, il faut vraiment la conserver parce que ça marche, quoi. Je voulais aussi revenir parce que tu m'as fait penser à quelque chose en disant les émotions. Et avec les Américains, alors je pense que les pulsations ou bien les émotions ne sont pas aussi élevées quand tu joues le Canada parce que il n'y a pas de miracle. C'est le Canada en hockey, le Brésil en foot. On a souvent fait cette comparaison. Pour les joueurs, ça a quelque chose de spécial. Et surtout, je me rappelle de Timo Meier contre les Canadiens. Il était comme un avion, il y allait, il flanquait des boîtes, des fois peut-être un peu trop. Il se cherchait avec les joueurs et j'ai l'impression qu'on a besoin d'un Timo Meier qui fait ça, mais un peu plus clean, on va dire, mais qui va pas hésiter à aller physiquement et à montrer en fait aux Américains que oui, je suis un joueur d'NHL, les gars, faites gaffe, je suis meilleur buteur que vous tous sur la glace, puis je vais vous montrer. J'aimerais bien que cette arrogance, mais positive, du gars qui dit « je sais ce que je vaux, je veux vous montrer que on va vous battre ». Et j'espère qu'on aura, de la part des joueurs de NHL aussi, un peu cette envie de leur montrer qu'ils sont bien présents, en fait. Ouais, ça risque d'arriver, effectivement. Surtout qu'en face, ils se connaissent. Ils se connaissent un peu et tu peux avoir des petites rivalités qui existent déjà. C'est forcément pas anodin de jouer contre une équipe remplie de joueurs de NHL parce que ces joueurs, ils veulent, comme tu dis, ils ont quelque chose à prouver. Ils ont toujours quelque chose à prouver. Quand tu appelles Timo Meier puis que tu vas en équipe de Suisse, chaque match, tu as un truc à prouver parce qu'après, tu as les deux Gus à Colfax et il n'y a pas que qui sont là pour dire ouais, moi, Timo Meier, il a que 7 points en 7 matchs. On attendait un petit peu mieux. Enfin, on connaît les gaillards. Donc, il a toujours quelque chose à prouver et donc pas plus en quart de finale. Le quart de finale, il pourrait avoir lieu contre n'importe qui. Je Absolument. pense que le niveau de motivation va être bon. Mais là, il peut y avoir un petit quelque chose. Et puis justement, comme tu disais, contre le Canada, moi, je ne l'ai pas aimé ce jour-là. Il aurait pu ne pas terminer le match. Et il était très nerveux tout le temps. Et il était là, pour le coup, pas vraiment en contrôle. Et je pense que il va falloir aussi le canaliser un petit peu, mais il est totalement capable de le faire. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Et finalement, peut-être ce match contre le Canada peut peut-être aider Patrick Fischer pour dire les gars, ça c'était pas super pour certains d'entre vous, à certains moments au niveau des émotions, calmons-nous un peu. Et du coup, faire un match plus stable, on va dire, de la première à la 60e minute. Est-ce qu'en défense, on n'attend pas aussi un match, alors référence, je sais pas, mais un match ultra solide d'un Jonas Siegenthaler, par exemple, parce que Kuka nous plaît bien, nous impressionne. Là, il y a un début, c'est le but de Plachta. Ils se font un peu battre les deux. Il y en a un qui essaye de faire, en fait, je n'ai pas trop compris, comme s'il essayait de le bloquer en le faisant une charge. Il passe à travers et c'est but derrière, à genoux de Plachta. Je trouve que la ligne avec finalement Geiser, je le trouve pas mal du tout. Et que l'on lui mette Glauser qui a été bon, qu'on lui mette Egli qui a été bon, ça veut peut-être dire que si les deux joueurs, quand on les met sur cette ligne, c'est que peut-être que le dénominateur commun, c'est Geiser et qu'il est bon. Et Moser aussi peut peut-être amener un petit quelque chose de plus, mais il ne faut pas non plus qu'il en fasse trop. Mais je trouve que cette défense,
qui, au début, était peut-être pas la paire Siegenthaler-Kukan me plaisait pas forcément. Et là, je trouve que elle doit vraiment prouver quelque chose, encore plus. Ouais, Kukan, sur les 3 derniers matchs, il a mis ses 6 points. Donc j'étais impressionné parce que moi j'ai eu l'impression qu'il a été très bon tout le tournoi, mais en termes de production offensive, c'est sur les 3 derniers matchs qu'il a vraiment, produit, on va dire. C'est 2 fois le meilleur produit. Là, à l'écrit, tu me le corrigerais celui-là. Et ouais, Kukan, bah, c'est l'assurance risque, c'est le patron de la défense. Et Siegenthaler doit être meilleur, je trouve. Et c'est là où on va voir s'il est capable de hausser le niveau de son jeu. Moi, je suis sûr qu'il l'est. Et il est pas mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, on parlait des attentes autour d'un Timo Meyer. Ben, on en parlait dans le dernier épisode. T'attends plus de Jonas Siegenthaler. Et contre l'Allemagne, il y a ce moment-là où il se fait un peu trouer, effectivement. Mais à part ça, je l'ai trouvé aussi assez bon. Donc moi, je suis assez confiant avec cette première ligne de défense. Et Moser derrière, moi, je l'ai trouvé très bon contre l'Allemagne. Donc non, ça aurait pu être un point d'interrogation. Et je crois qu'on l'a dit, hein, qu'on n'était pas totalement... C'est pas une question d'être convaincu ou pas. C'est qu'on se disait, ouais... C'est très inexpérimenté. Moser est jeune. Kukan n'a pas énormément de championnat du monde, même s'il n'est pas jeune. Siegenthaler est jeune. Egli, c'est son prix mondial. Il y avait quand même pas mal de points d'interrogation. Et pour l'instant, c'est des bonnes réponses. Maintenant, ben, c'est là où ça compte, c'est jeudi. Mais je pense que ce qui me rassure, c'est d'avoir ces défenseurs NHL, malgré tout, ou AHL, avec Geiser, qui ont l'habitude de mettre des fois le puck au fond, de ne pas faire un dégagement interdit, d'être plus intelligent quand ils sont sous pression. Moi, c'est aussi là que je les attends, c'est de me dire, on sait faire le jeu juste, on sait ne pas prendre de risques. C'est un petit peu la même chose qu'on disait en play-off. On l'a souligné avec Yanis Moser, je crois que c'était au début du tournoi, un puck 50-50, je vais pas me lancer, eh ben... On se dit que s'il fait déjà ça contre le Kazakhstan ou contre une autre équipe en tour préliminaire, il va être capable de le faire de façon encore plus nette quand ça compte vraiment. Et je les attends aussi sur ce genre de puck-là, à savoir quand être malin. Et que des fois, on se souvient aux Jeux Olympiques, on avait eu 2-3 petites bourdes. J'ai comme ça une Gaëtan Haas contre les Finlandais ou Lucas Frick. J'espère que, justement, grâce à ces joueurs-là, à ce moment-là, on n'a pas ce petit snap qui fait que tu fais une connerie et puis qu'elle te coûte beaucoup, quoi. Et puis, on va terminer avec les gardiens. Finalement, on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense. Normalement, j'aurais envie de te dire, on n'a pas besoin de passer 3 heures là-dessus. Parce que pour moi, le titulaire, dans mon esprit, il est clair. Mais il y a quand même des gens qui ont envoyé des messages en disant « Ah, mais moi, je vois bien Reto Berra pour le quart de finale. Je l'ai trouvé vraiment bon, mais meilleur que Giannoni. » Et je n'arrive pas à partir avec Giannoni en quart de finale, surtout qu'en plus, ça fait un petit moment qu'il n'a pas rejoué. Et que je le trouve... bon, et que j'ai l'impression que les matchs qui comptent, quoi, c'est Giannoni. Ouais, en plus, Giannoni, il n'a pas eu les matchs les plus simples du tour préliminaire. Hein. Il a eu Danemark, Slovaquie et Canada. Danemark, qui se fait blanchir. Le Canada, il a été vraiment très bon. Slovaquie, on peut se poser des questions. Il n'a pas été fantastique ce jour-là, si ma mémoire est bonne. Mais il prend un autogol aussi où il peut rien. Absolument. Mais voilà, on peut pas dire quand tu veux gagner un titre, tu dois prendre Leonardo Giannoni parce qu'il gagne à Berne, parce qu'il gagne à Zug, parce qu'il gagne partout. Puis tu arrives en quart de finale championnat du monde, puis tu as le gardien le plus dominant de l'histoire du championnat de Suisse, puis tu dis non, mais un autre. Peu importe le nom de l'autre, mais finalement son passé à Giannoni parle pour lui. Il a été en finale, il a amené l'équipe de Suisse en finale à Copenhague en 2018 en jouant en quart demi-finale. Là, tu dois gagner un match. Et s'il y a un joueur qui est capable de... Je parlais avant du gardien américain qui peut voler un match. S'il y a un gardien qui peut voler un match, à ce niveau-là, j'ai quand même l'impression que c'est Giannoni. Berra est excellent. Il fait un très bon tournoi. C'est un excellent gardien aussi. Et s'il n'y avait pas un extraterrestre comme Giannoni devant lui, on serait totalement serein de partir avec Reto Berra. Et on l'a vu contre l'Allemagne. Mais cette séance de tir au but, tu avais vraiment l'impression qu'ils faisaient 2,15 m de haut, puis 2,15 m de large. Puis les Allemands, ils savaient pas quoi faire. Ils arrivaient face à lui, puis ils étaient là. Ouais. Et puis, tu sais, c'était terrible. Quand il est venu il est passé devant nous en zone mixte,
Je sais pas pourquoi, alors que je l'ai déjà vu des dizaines et des dizaines de fois. J'avais l'impression qu'il mesurait 2,10 m. Il était devant les journalistes, il était un peu penché. Je me disais, mais il est tellement imposant. Comment tu fais pour mettre un puck quand il y a une montagne pareille devant? Donc, mais c'est drôle que ça m'ait fait cette espèce de vision comme ça, où il était tellement imposant. Malgré ça, si Giannoni est un petit peu plus petit, je pars quand même avec Giannoni. Bah, finalement, moi, je me poserais la question comme ça. Si tu dois construire une équipe, tu prends Giannoni ou Berra? Tu prends Giannoni. Bon, ben, en tout cas, moi, je pense que tous les GM font ça. Et encore une fois, c'est rien contre Berra. Giannoni est juste beaucoup trop fort. Et pour aller gagner un quart, c'est lui. Mais voilà, on est au terme de cet épisode 5 depuis la Finlande. Y aura-t-il un épisode 6 ? J'ai envie de dire, ça dépendra de l'équipe de Suisse, parce que si la Suisse se qualifie, nous restons évidemment pour les demi à la finale, ou la finale pour la 3e place. Si la Suisse est éliminée, on est éliminé aussi. Et notre avion nous attend vendredi sur le tarmac de Vantaa. Donc, c'est tellement précis. Donc voilà, on verra. À voir si la Suisse se qualifie. On se réjouit d'être là pour la suite. Puis sinon, ce serait le dernier épisode de la saison. On se laisse surprendre. Prenez soin de vous et peut-être à vendredi. Ouais, à bientôt.